Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, une excellente nouvelle de la comète. Philae est vivant. Alors, Philae a passé la nuit. Elle a passé la nuit à travailler en plus. Alors, on avait perdu un petit peu la télémesure dans la nuit. C'est normal, parce que la comète tourne. Et donc, on n'était plus en visibilité de Rosetta, donc de la maison mère, comme on dit. Et pendant toute la nuit, les instruments ont marché. Et on a pu découvrir ce matin un Philae qui est posé, qui ne bouge plus, parce qu'il bougeait. Il ne bouge plus et il a le lien télécommunication, donc on communique avec lui et il a de l'énergie pour nous envoyer les informations. Et donc on a reçu des images, on a reçu des données que nous avons traitées ici au SONC. Donc Philippe, qui est ici le chef de projet du SONC, dira plus en détail. Et qu'est-ce qu'on a pu analyser? Alors on a pu découvrir finalement que quand il arrivait avec une petite rotation et en fait il a rebondi. Il y a eu plusieurs rebonds. Il a fait plusieurs rebonds sur la comète. Comme il y a très peu de gravité, vous le savez, 100 kg, ça fait 1 gramme quoi, sur la comète, c'est 3 fois rien. Il est arrivé, il a rebondi, il a fait un tour comme ça, et il a fait un parcours qui est de l'ordre de 1 km sur la comète qui fait très peu. Donc on n'est plus du tout à l'endroit où on s'est posé. On s'était posé pile poil au centre de notre ellipse. Bravo pour tous ceux qui nous ont fait le fly dynamique et pour se poser. On était posé là. Mais comme les harpons n'ont pas fonctionné, on a rebondi. Et en fait, on s'est retrouvé à peu près 1 km. Donc sur un point où en fait on est tombé sur le point vert qui est sur cette image, à peu près. Hein, on n'est pas exactement au centimètre près là. Et globalement, après, on a été parcourir un certain trajet. Alors comment sait-on qu'on a bougé? C'est qu'en fait, il y a un radar à bord qui a marché tout le temps et qui, pendant qu'on faisait des petits bonds, alors les bonds, attention, hein, ça pendant 1 heure qu'on est en l'air, hein, c'est pas un petit bond au sol. Prenez la super balle sur un terrain dur, pouf, la lancez, elle rebondit longtemps. Et donc là, il est passé pendant un moment en l'air, il a rebondi et il a été se coincer. En fait, on retrouve donc notre Philae qui ne bouge plus, coincé dans une zone assez rocheuse. Et vous avez vu l'image que nous avons, une image où on voit un des pieds de Philae. On voit un des pieds, c'est extrêmement accidenté. C'est pas du tout une zone qu'on aurait retenue comme site d'atterrissage. Parce que ça n'a pas beaucoup de lumière. Ça voit le soleil que 1,30, enfin, elle est 1h30 toutes les 12 heures. Donc, on n'a pas une énergie extraordinaire. On va se retrouver donc avec notre Philae qui va tirer beaucoup sur notre batterie, sur notre première pile. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? C'est de reprogrammer tous les instruments pour programmer comme il faut. Mais on a déjà toutes les informations de la nuit, puisqu'il a marché tout le temps. Il n'y a a priori rien de cassé. Donc voilà notre petit Philae qui a rebondi comme un cabri et qui s'est retrouvé coincé à côté d'une grotte. Alors d'aucuns disent une grotte, des rochers, etc. Hein, on a plusieurs images. Il y a des images qui voient le ciel, des images qui voient en bas. Donc on peut confirmer que Philae n'est pas à plat. Il n'est pas à plat sur ses 3 pieds. Il est en fait un petit peu de guingois. Et alors, on pourra décrire un petit peu quel côté il est, puisque comme on a les caméras tout autour, on sait à peu près dire quel côté qui regarde un peu le sol, quel côté regarde vers le haut, vers le soleil et autres. Et donc, on a les images que nous avons eues, que vous avez vues. Ce sont des images qui ont été faites au lever du soleil. On a eu la chance de récupérer ces données au moment où le soleil se levait, en local hein, pour lui, c'est-à-dire que comme la comète tourne, c'est en local pour lui, le soleil se lève. Donc à ce moment-là, les ombres sont très longues. Et les ombres étant très longues, vous voyez, c'est une espèce de relief absolument extraordinaire, et on voit le pied. Donc voilà, donc on continue bien sûr à analyser toutes ces données. L'ensemble, le maximum de données sera donné tout à l'heure à la conférence de presse de l'ESA, 14 heures, qui va fournir toutes les données que les scientifiques ont pu analyser pendant toute cette nuit qu'on leur a fournies. Ils sont en train de les analyser, etc., pour les sortir. Et donc, on va avoir, à ce moment-là, un peu plus que l'image qu'on vous a fournie jusqu'à maintenant, pour essayer de vous donner le maximum d'informations. Alors, nous, on est évidemment parfaitement heureux, parce qu'on imaginait un peu plus de difficultés. En fait, on a imaginé que c'était tout mou, qu'on était resté dans le tout mou. On a imaginé que c'était le tout dur, puis qu'on avait fait 3 tours sur nous-mêmes, qu'on est retourné. En fait, on a rebondi, et on a j'allais dire, allez, il faut un petit peu de chance dans nos métiers. En fait, on s'est retrouvé quand même avec les antennes qui vont vers le ciel, c'est-à-dire qui sont accessibles depuis Rosetta, ce qui fait que la communication marche. Et quand la communication marche et qu'on a de l'énergie, on va tirer un maximum, et on a déjà un maximum d'informations. Et je tiens à vous dire que les gens qui ont réussi à nous trouver le bond qui a été fait par le radar, il a une information qui traverse
la comète, puisque c'est Rosetta, il y a des antennes sur Rosetta et des antennes sur Philae. Et c'est avec ces informations, il y a déjà beaucoup d'informations sur le cœur de la comète. Et là, on va pouvoir... Alors, ne me demandez pas si on peut percer avec le forêt, etc. Pourquoi? Parce que, comme on ne sait pas comment on est tenu, on ne voudrait pas se mettre à tourner autour du forêt, quoi. Hein. Donc, il faut être sûr qu'on a suffisamment de tenue au sol pour ne pas tourner en faisant tourner le moteur. Bon, donc tout ça, c'est en cours d'analyse avec les équipes à la fois à Toulouse, mais aussi à Cologne. C'est une affaire européenne dans laquelle le CNES est complètement impliqué, évidemment, avec ses partenaires. Et c'est à ce titre-là qu'on fournit à l'ensemble de la communauté scientifique les données traitées au SONC. Voilà, donc si vous avez des questions, on est prêt à répondre aux questions, mais la principale information, c'est vivant et ça marche. Merci. Si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre dans la mesure de mes moyens, qui sont immenses grâce au bras droit de Philippe. Je peux compléter. Alors, le plan qui était programmé à bord, il s'est déroulé exactement comme prévu. C'est-à-dire que c'était déjà à bord, hein, c'est déjà programmé. Donc pendant que nous, on ne le voyait plus, pendant qu'on l'avait perdu, il a continué à faire ses mesures. Elles ont été engrangées dans la mémoire. Alors, ce n'est pas les mémoires, c'est les mémoires des années 90, hein, mais ça marche. Et on les a remontées dans la nuit. Et donc, on a vidé, lorsqu'on a eu la visibilité entre Rosetta et Philae, on les a remontées dans la nuit. Le site sur lequel on est, c'est un site sur lequel on n'avait même pas été faire de modèle numérique vraiment précis, parce que c'était un endroit où on ne voulait surtout pas se poser, parce qu'il n'y a pas de lumière. Donc c'est presque le plus inconnu de la comète encore. Mais ceci dit, le plan de travail s'est déroulé jusqu'à maintenant. Il peut être, et c'est ça que les équipes sont en train de regarder, c'est de faire le plan des heures à venir, pour qu'évidemment, on ait le meilleur plan dans les 12 heures et on le refait en fonction de ce que l'on découvre. Parce que bien évidemment, à chaque fois, les mesures font des découvertes et les découvertes entraînent des modifications dans le plan de travail. Donc ce plan de travail est élaboré, après il sera élaboré à peu près toutes les 12 heures, quoi, quelque chose près. Alors la coordination n'est pas toujours évidente. C'est une coordination européenne, vous connaissez l'Europe, ça marche, mais il faut mettre de l'énergie. Mais ça marche. En tout cas, on a un point à 13h30 cet après-midi pour décider de la programmation qui va suivre. Pour le moment, là, on était dans une phase d'attente. On a mis ce qu'on appelle un mode safe à bord. Et à partir de 19h, on compte, si possible, faire des déploiements des 2 instruments qui n'ont pas encore fonctionné. Parce que tous les autres, jusque-là, ont obtenu des résultats. Et il y en a 2, Moopous et APXS, le hammer de Moopous, le marteau de Moopous, et APXS qui a besoin de toucher le sol. Mais on s'interroge encore au niveau des risques du déploiement de ces 2 instruments. Donc décision entre 13h30 et 14h pour un nouveau plan de travail à bord de Philae aux alentours de 19h. Et vous imaginez bien qu'on réfléchit plus qu'une fois avant de faire bouger quoi que ce soit à bord, hein, les bras qui vont se poser, les trucs comme ça, parce que dès qu'on fait bouger quelque chose, il y a action-réaction. Hein. Action-réaction. Alors, d'aucuns disent des essuie-glaces de la 2 chevaux, si jamais ils sont un peu lourds, c'est la 2 chevaux qui bouge. Hein. Bon, ben là, si vous faites le bras, vous avez le truc qui va faire ça. Et donc, il ne faut surtout pas qu'on perde de visibilité de télémesure. Sachant qu'on est dans une espèce de grotte où, manifestement, il y a des zones d'occultation radioélectrique vers des directions. On n'est pas sur une zone très plate. Là, hein. Donc, il faut vraiment regarder avant de commencer à mettre des trucs qui vont taper sur la comète. Et surtout, en évitant de se retrouver à bouger le corps de Philae. Donc tout ça, c'est regardé avec beaucoup d'attention. Les images ne sont pas floues. Oui. Non, pour le moment, c'est l'activité qui est repoussée. Il faut que... Non, pas tel que c'était prévu dans la planification, ça venait maintenant. Et là, c'est repoussé dans le temps. On va voir si c'est vraiment possible. Est-ce qu'il est possible de retirer les harpons? Tout ça est envisagé, mais pas décidé. Est-ce qu'ils sont déclenchés? Vous avez la possibilité de les déclencher? C'est une nouvelle possibilité peut-être de les déclencher, mais ils n'ont pas été déclenchés. Sans quoi, on serait resté sur Agilkia au centre. Philippe Baudon, hier, vous disiez sur télé que les batteries, c'était 48 heures de capacité. 60. Est-ce que vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez avec cette capacité et vu entre autres le retard qu'il y a eu, si retard également?
Là, comme je vous disais tout à l'heure, on a activé 8 instruments sur 10. Si on réussit à utiliser Moopus et lequel me manque, APXS, on aura fait quasiment notre FSS, à l'exception du forage et de la récupération des échantillons par le sol. Mais c'est les deux instruments qui analysent la composition du sol peuvent le faire aussi à partir du dégazage. Et ces deux instruments ont déjà fonctionné par ce moyen-là. Les instruments, aujourd'hui, il n'y a pas de casse. Les seuls instruments qui n'ont pas mis en œuvre, c'est les instruments qui nécessitent des mécanismes. Donc c'est ceux-là qui sont prudents, notamment le forage. Donc voilà, donc c'est... Et la batterie, ben là, pour l'instant, la pile, elle continue à fonctionner. Elle va tenir, on avait 60 heures depuis à peu près la séparation. Donc il faut être extrêmement prudent dans l'utilisation. Ça sent, comme je vous l'ai dit, dans la position de la comète, du soleil, de la rotation de la... on a 1h30 de jour toutes les 12 heures. Donc c'est pas qui va nous permettre de le charger. Et on confirme aussi que les panneaux solaires ne sont pas tous dans le meilleur état. Il y en a un qui marche bien, les autres n'ont pas l'air de marcher très bien. Donc on est bien dans une situation où on va tirer le maximum dans les heures qui viennent. Oui. Oui, ben, il y a toujours des bons côtés à des problèmes. Le bon côté, c'est celui-là. Si ce n'est qu'un autre côté, on ne veut pas non plus être trop froid, donc ils ne vont pas utiliser trop de réchauffage. Et dès qu'on utilise du réchauffage, on le prend. Le seul truc qui pourrait se faire, c'est que la comète, elle va tourner. Elle ne reste pas, l'axe de rotation de cette affaire-là n'est pas totalement fixe d'un perpendiculaire au plan de l'orbite de la comète vis-à-vis du Soleil. Ce qui fait qu'à bout d'un moment, il y aura plus de jours. Et quand il y aura plus de jours, pas sûr que ça ne se réveille pas un peu mieux. Donc tout ça, c'est en cours d'analyse. Excusez-moi de ne pas pouvoir répondre à toutes les questions les plus précises possibles, dans la mesure où il y a les gens qui travaillent avec l'équipe de Philippe et les équipes en Allemagne pour essayer de trouver le plus de choses possibles. Sachant qu'aujourd'hui, le maximum d'informations, alors c'est pas pour... mais ils arrivent ici à Toulouse puisque c'est les instruments scientifiques qui les donnent. Le véhicule lui-même, à partir du moment où il est posé, lui, il nous donne l'énergie. Il donne l'énergie, c'est la fameuse batterie dont on parle, et la télémesure et les liaisons. Après, derrière, c'est les instruments qui essayent de savoir comment on est posé. Je vous l'ai déjà dit, c'est comment on est posé. C'est les instruments scientifiques qui nous le disent. Parmi les bonnes nouvelles, on a les panneaux solaires qui fonctionnent. Donc tous les instruments à bord sont alimentés. On est toujours sur un programme de 60 heures sur place. Je dirais un tout petit peu moins, parce que les 60 heures comprenaient l'alimentation sur le site Agilkia qui était entre 6 et 7 heures d'ensoleillement. Comme on a moins d'ensoleillement, on a un peu moins d'énergie au total. Mais on fonctionne sur la pile qui a peut-être entre 50 et 55 heures d'énergie disponible. Suffisamment de temps pour faire toutes les mesures que vous avez prévu de faire ? Oui, comme je vous disais, à l'exception peut-être du forage, qui est en plus est un instrument qui consommait pas mal d'énergie. Voilà, pour le moment, on l'a repoussé dans le temps. On n'a pas complètement annulé son fonctionnement, mais ça paraît difficile tant qu'on n'est pas harponné, quoi. Comment est le sol? Sur quoi il est posé? Est-ce que le plan est incliné? Oui. Alors le véhicule, on pourrait presque le décrire avec la maquette. En fait, il est totalement incliné sur la face que vous avez là devant, là où il y a le forage d'ailleurs. Et il est pas du tout sur les trois pieds. Hein. Il est complètement incliné. Pourquoi? Parce que les caméras qui sont, elles, dans un plan, voient des sites totalement variés. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. C'est que, comme je le dis toujours, il n'y a pas vraiment d'horizontale là-bas sur place, ça n'a pas vraiment de sens. On est face au sol. Ce qu'il y a, c'est qu'on a manifestement le plan des trois pieds, parce qu'au bout des trois pieds, il y a un plan. Il est par rapport à la surface de la comète, il ne va pas se projeter en tangent par rapport à la surface de la comète. Mais comme la surface sur laquelle on est, c'est plein de rochers, en fait, on est de traviole, manifestement, puisque le soleil, il éclaire pas de façon perpendiculaire sur le panneau qui est dessus. Et donc, on est de travers, on est penché. Les caméras qui voient le sol complètement, les caméras qui voient le ciel, et les caméras qui voient des sites évidemment totalement différents. Donc, on n'est pas à plat sur une surface plane. Et pour vous rappeler les images que l'on avait eues juste avant l'atterrissage, on était pile poil au bon endroit et dans une zone qui était relativement plane, alors qu'on a été se retrouver au bout d'1 kilomètre dans les zones de falaise.
Et, comme on voit, grâce à Rollis, vous allez la voir sûrement cet après-midi, une image prise sous le lander, on sait aussi qu'on ne s'est pas enfoncé du tout. On est sûrement peut-être sur une surface rocheuse ou en tout cas dure. Et la plateforme se trouve à entre 25 et 30 cm au-dessus du sol. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce que si on était complètement sur le sol et avec de la poussière dessus, on aurait des mesures qu'on ne pourrait pas faire. Donc on est 30 cm au-dessus, à peu près comme il faut, mais alors complètement de traviole, quoi. Ben, on pense, oui. On pense, oui. Alors le forage, on va jusqu'à se demander si on ne va pas forer au-dessus d'un trou, quoi. Si vous forez là, ça va. Si vous forez à côté, bon. Donc c'est pour ça qu'il faut le regarder de beaucoup plus près. Ça. Non, a priori, non. Pas à court terme, en tout cas, parce que le dégazage de la comète est faible pour le moment. Mais ça peut être envisageable à plus long terme, au fur et à mesure qu'on se rapproche du Soleil. D'accord, d'accord. Oui, on nous posait la question de savoir s'il risquait de repartir. Il n'a aucune motorisation pour repartir tout seul, ça c'est clair. Mais la seule chose qui pourrait éventuellement lui donner une petite pression, c'est le dégazage de la comète quand on s'approchera du Soleil. Donc le dégazage devient plus fort, mais il faut être dans la direction qui va bien. Et avant de commencer à se décoincer de là où on est coincé, parce que manifestement on avait de la rotation, on est arrivé comme si vous prenez une balle, prenez un ballon, alors c'est dommage qu'on n'en ait pas un là, mais vous prenez un ballon bien gonflé, là vous le tournez comme ça, vous le faites partir. Il part dans tous les sens, il rebondit. Et il va faire des sons comme ça. Donc il tournait, toc, il a été rebondi comme ça. Et au bout du deuxième rebond, il a été coincé. Et là, il est coincé. Alors, est-ce qu'il est coincé, fortement coincé, pas fortement coincé? On va vérifier aussi les pieds, parce qu'on a eu là, sur l'image que vous avez à l'écran, ça c'est un des pieds là. Donc, quand on regarde comme si très rasant, on se demande s'il est cassé ou pas cassé, là, à la limite. Hein. Et, alors, ce qu'on voit, c'est une paroi rocheuse, oui. Oui, oui, c'est la paroi rocheuse. Et le pied, voilà, exactement. Il est calé contre une paroi, oui. C'est ça qui l'a freiné dans sa rotation. Parce qu'il faut bien voir qu'il n'y a aucun amortissement hein, sur ce type j'allais dire, de véhicule spatial qu'est une comète. Il a sautillé parce qu'il n'y avait pas la cuillère à gaz pour le... Alors, est-ce qu'il a sautillé D'après nous, il y a eu 2 rebonds seulement. Oui. C'est pas énormément, mais enfin, il y a eu 3 touchdowns au lieu d'un. Un premier à 16h35, l'heure prévue. Un autre à peu près 1 heure plus tard, et le dernier 2 heures après le premier touchdown. C'est pour ça qu'on continuait à voir Philae tourner sur lui-même, qu'on ne comprenait pas trop de quoi ça venait, c'est qu'il était reparti dans son rebond, quoi. Et donc ces rebonds, il y en a, vous avez bien vu, hein, c'est des rebonds d'1 heure. Donc il y a pas de gravité. Vous partez un peu en l'air pendant 1 heure, vous allez vous reposer doucement, puis hop, vous repartez pendant 2 heures. Et je dirais... grâce un petit peu à tous les mécanismes qu'on avait mis dedans, et puis l'équilibre et la largeur des pieds versus le centre de masse de cette affaire, et ben on a réussi à se caler en ayant une position qui nous permet de communiquer. Donc donc on a là déjà maintenant une moisson de données, et très franchement, je ne vais pas dévoiler ce que les scientifiques vont sortir, mais c'est extraordinaire. Est-ce qu'on connaît l'angle ? On ne connaît pas encore l'angle, c'est difficile parce qu'on ne connaît pas vraiment le sol et quelle est la référence pour calculer un angle. C'est sûrement supérieur ou de l'ordre de 30 degrés, quoi. C'est très important. Quels sont les risques d'harponner? C'est de compromettre à la fin de la mission, un risque que vous ne voulez pas prendre? Harponner sans la tuyère qui pousse, le risque est que le lander, par réaction, remonte et qu'ils se mettent à redescendre, remonter, etc. Bon, les harpons, c'était un peu compliqué. Hier, on a un peu été pas très clair s'ils étaient partis, revenus, etc. Enfin bon, ça n'a pas été très lumineux dans la mesure où l'ordre est parti, mais on est sûr de rien. Et donc, les pyros qui sont dessus, les pyrotechnies, c'est pas les plus fiables après 10 ans. Hein. On va voir que c'est un truc qui avait été testé, et on se rend compte que les derniers tests qu'on avait faits, ils n'étaient pas d'une fiabilité de 1 sur le lot qu'on avait au sol. Donc manifestement, on a un doute très sérieux sur ces histoires de harpons. Pourquoi le premier bond? Est-ce que c'est un des harpons qui éventuellement a donné une pyro, un choc, et puis hop, il est reparti, etc. Donc tout ça, c'est en cours d'analyse, on ne peut pas le dire aujourd'hui. Et tant qu'on est là, on est coincé, on ne bouge pas.
Il n'y a aucune raison qu'on se mette à bouger dans les heures qui viennent, les jours qui viennent. Donc on fait toutes les mesures possibles avec ce que l'on a là, et c'est franchement extraordinaire. Est-ce qu'on connaît la localisation exacte du rover, où est-ce qu'on va la connaître, et est-ce qu'il y a manifestement une dissymétrie dans le train? Est-ce que le train d'atterrissage est dissymétrique? Est-ce que c'est une casse? Alors, où on est exactement, je vais laisser Philippe parce que c'est Concert qui nous donne l'information. Je ne suis pas bien sûr qu'on sache donner sur quelle falaise on est tombé là. Bon. D'abord, parce que tu as parlé de Concert, qui est le premier instrument qui nous donne des éléments, mais nous-mêmes, on a d'autres éléments avec le TXRX, le système de télécommunication, et le moment où on est en visibilité, en non-visibilité. L'ensoleillement sur les panneaux solaires nous donne des indications. Et pour le moment, les résultats par les différentes méthodes ne donnent pas des résultats tout à fait cohérents. Donc on est à la recherche de la bonne localisation. Alors la localisation, pour trouver la localisation, il y a plein de mesures. Alors il y a les mesures du radar, il y a les mesures aussi, les durées d'éclipse et les positionnements des liens de radiofréquence. Donc tout ça nous dit où on est positionné en latitude-longitude, si on peut parler comme ça, sur cet engin, en mettant le pôle nord là, dans les axes de rotation, etc. Donc en latitude-longitude, position du Soleil, on arrive à peu près à dire quelles sont les intersections de zones dans lesquelles nous pouvons être, pour être cohérents avec ce que l'on voit. Mais il y a plusieurs zones, et on n'arrive pas à lever le doute encore complètement. Mais je ne doute pas que les équipes vont y arriver. C'est ce qui est extraordinaire, franchement. C'est d'arriver, après ce temps de voyage, d'arriver de se poser pile poil, là où on prévoyait de se poser. Alors certes, on n'est pas resté accroché, d'accord. Mais avoir un engin qui a déroulé, qui a mis en œuvre les instruments comme on avait prévu qu'il le mette, qui a été faire ses petits bonds de cabri, qui a été se coincer, et on l'a récupéré à 5 h du matin. On a récupéré la télémesure et à 6h30, on avait sorti toutes les données scientifiques de cette affaire sur toute cette durée de rebond. Donc voilà un engin qui, aujourd'hui, a vraiment donne le maximum d'informations qu'il peut donner dans les conditions d'inconnu que l'on avait. Et donc ces conditions d'inconnu sont absolument... vous imaginez pas qu'on a été obligé de refaire, puisque cette fameuse comète, je l'ai déjà dit plusieurs fois, elle fait 0,4 de densité. Alors on pouvait même avoir un truc tout creux, on rentre dedans et puis on ne sait pas s'il y a au bout. Et en fait, il s'avère qu'on est accroché quelque part, et là on va faire les analyses et on va essayer de lui sortir. Oui. Je pense qu'il voudrait avoir quelques détails de résultats scientifiques. On ne va pas les donner, malheureusement. Moi, j'ai vu de beaux spectres. Pourquoi, malheureusement? Oui, parce que... Non, on ne peut pas... franchement, on ne va pas faire la tête. On ne va pas faire la tête. Ça marche. Donc, non, très sérieusement, nous sommes ici au CNES, en fait, on rend les choses possibles. On rend les choses possibles. Et on rend les choses possibles pour une communauté scientifique. Et très franchement, je ne peux pas parler intelligemment de ce qu'est une comète, de l'origine de tous les composés pour la vie, etc. C'est pas moi qui le fais, ça. Hein, c'est donc la communauté scientifique qui est en charge d'analyser tout ça et de vous en parler. Donc, très clairement, nous, on rend les choses possibles. Mais on a rendu les choses possibles jusqu'à aller faire la Navigation Center, le SONC, je rappelle, c'est Science Operation Navigation Center, donc la navigation, centre de navigation. Et donc, on a fait toute la trajectographie pour aller se trouver, après 6,5 milliards de kilomètres, à quelques dizaines de mètres de là où on voulait être, sur un machin qu'on ne connaissait pas du tout et qui avait une trajectoire des plus improbables. Et en plus, avec une rotation qu'on a découvert au dernier moment et une densité qui n'était pas du tout celle qu'on attendait. Et donc, on est bien dans une situation où on a rendu des choses possibles. Maintenant, il est certain que les scientifiques tireront le maximum de tout ce qu'on va pouvoir leur donner comme information. Désolé, j'irai pas plus loin. Bien. Allez.